Ça va maintenant faire 7 mois que je rencontre le Z9 et depuis, on ne se quitte plus. On a connu des moments intenses, des moments de pure joie. Il s'est créé une vraie complicité entre nous deux. Ensemble, nous avons pu réaliser des choses qui me semblaient être impossibles. Il y a bien eu des moments difficiles, des désaccords, des accros même. Mais nous avons toujours su en sortir grandis. Aujourd'hui, je vous propose de partager avec vous ces 7 mois d'émotions, de passion et d'amour. Salut tout le monde, c'est Nico. Aujourd'hui, ça va faire 7 mois que j'ai le Nikon Z9 et je peux enfin vous faire un retour posé sur ce boîtier. J'ai eu l'occasion de le tester en photo, en vidéo et dans pas mal de circonstances différentes, du reportage, du studio, du packshot, de la fiction, bref. J'estime avoir enfin assez d'expérience pour vous faire un retour plus poussé que celui de ma précédente vidéo. Je préfère vous prévenir, il y a beaucoup à dire, que ce soit en positif ou en négatif. Alors préparez vos dinosaures, important, de la boisson énergisante aussi, vous en aurez besoin parce que cette vidéo, elle risque de durer. On va commencer dans le dur et parler de l'ergonomie du boîtier. Bon, je vais pas vous mentir, elle est excellente. C'est l'un des meilleurs boîtiers que j'ai pu avoir entre les mains. Nikon a vraiment bien pensé certains détails, mais à mon avis, ils auraient pu aller encore plus loin. Alors, je vais passer rapidement sur les points positifs qui me semblent évidents. La protection du capteur quand le boîtier est éteint, le double slot en CF Express type B, je peux enfin me débarrasser de mes cartes SD, le rétroéclairage des boutons qui est super pratique si vous chantez en low light, le bouton on-off propre à Nikon, il est vraiment trop bien placé. Je peux l'allumer et l'éteindre sans bouger ma main de place et ça me permet d'économiser de la batterie. Bon, tout ça c'est cool, mais c'est pas vraiment nouveau. Là où Nikon fait fort, c'est pour le shoot vertical. L'écran inclinable n'est clairement pas un gadget. Il reste dans l'axe du capteur, ce qui est très pratique pour garder un cadre bien axé. Et franchement, vu le poids du bousin avec un 50 mm 1.2 ou un 70-200 monté dessus, c'est clairement pas du luxe de pouvoir le poser sur son avant-bras pour pouvoir reposer un peu les épaules. Autre truc trop cool, les infos présentées à l'écran tournent avec le boîtier. Mais uniquement en photo, pas en vidéo. Parce que oui, avec Instagram qui est devenu une plateforme de vidéo et TikTok qui lead le marché, je me retrouve maintenant de plus en plus à tourner des vidéos en format vertical pour mes clients. Et Nikon n'a pas du tout prévu son boîtier pour ça. Tout d'abord, les infos présentes sont à l'horizontale, ce qui n'est pas cool. Mais surtout, il n'y a pas de bouton rec sur le grip vertical. Le seul disponible se trouve ici. Et c'est super chiant pour commencer un plan, surtout en reportage quand vous ne maîtrisez pas l'action qui se passe devant vous. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous devrez appuyer ici et ensuite revenir avec votre main là, ce qui fait que votre plan sera toujours un petit peu shaky au début. Alors, vous allez me dire, oui mais Nico, t'es con, il y a un autre bouton ici que tu peux personnaliser. Alors oui, il y a effectivement un bouton, oui, il est personnalisable, mais va savoir pourquoi je ne peux pas y assigner la fonction rec. Alors, je vais le poser, ça commence à peser lourd ce truc. Ce qui m'amène à un autre point négatif lié à l'ergonomie, les boutons personnalisables. Alors, l'idée de base est top, de pouvoir assigner n'importe quel bouton à n'importe quelle fonction, sauf que ça marche pas comme ça. Seules certaines fonctions sont disponibles pour certains boutons, et c'est tellement alambiqué qu'il existe un tableau pour s'y retrouver. Non, c'est vraiment la merde, je vous l'affiche, vous allez voir, c'est un peu le bordel quoi. Alors pourquoi Nikon ne nous laisse pas la possibilité de personnaliser comme on le voudrait les boutons? Aucune idée. Mais ce point est une vraie douleur dans les fesses. Parce qu'en reportage, au final, à cause de ça, je suis moins réactif avec le Z9 qu'avec le D850. Et ouais. Alors Nikon, s'il vous plaît, permettez-nous d'assigner plus de fonctions à tous les boutons. C'est juste l'histoire d'une mise à jour, ça peut être facilement corrigé. Dernier point un peu merdique lié à l'ergonomie, le choix des zones AF. Sur le Z6 ou le Z7, on peut appuyer sur le bouton FN et tourner la molette arrière pour changer de mode AF et la molette avant pour changer les zones. Et sur le Z9, c'est inversé. Alors c'est très con quand vous utilisez deux boîtiers différents parce que vous allez devoir réinitialiser votre mémoire musculaire à chaque fois. Mais là où c'est encore plus débile, c'est que le changement de zone AF est beaucoup plus difficile qu'avant. Perso, je change assez rarement de mode d'autofocus pendant l'action. Par contre, je change beaucoup de zone d'autofocus en fonction de ce qui se passe devant moi, notamment quand l'AF est un peu en carafe. C'est assez important de pouvoir rapidement changer de zone pour garder un sujet net. Bon, avec le Z6 et le Z7, mine de rien, je suis assez stable. Regardez, je suis là, je change mes zones AF avec mon pouce et ma caméra ne bouge pas. Par contre, avec la molette de devant, je suis obligé de bouger mon index, changer le mode et là, alors ça peut paraître bête, ça bouge un petit peu, mais quand on est en reportage et que les choses se passent très vite devant nous, c'est vraiment pas bon. Et encore, ça c'est le meilleur des cas parce que des fois, quand j'utilise le Z6 et le Z9 sur un shoot, et que j'ai utilisé le Z6 juste avant, je me retrouve à me tromper de molette avec le Z9 parce que j'avais les réglages du Z6 en tête et non plus celui du Z9. Bref, ce point me pénalise vraiment et j'aimerais que Nikon nous donne la possibilité de pouvoir choisir quelle molette utiliser pour quelle fonction.
Bon, niveau robustesse, il n'y a pas grand chose à redire, il est solide. Plus solide que moi en tout cas. Quand je me suis cassé la gueule au Mexique, je me suis appuyé sur lui pour ne pas tomber encore plus bas et ma foi, mis à part une petite égratignure, il n'a rien. Par contre, il y a un détail un peu foireux, c'est l'œilleton. Alors, il n'arrive pas à rester en place et se détache en permanence. Au final, je l'ai viré parce qu'il finissait toujours par se décoller. Le système du D850 avec l'œilleton sur vis était au top, il était bien solide comme il fallait. Je comprends pas pourquoi Nikon l'a changé pour un vieux truc en plastique comme ça, là, c'est dégueu. Bon, à partir de maintenant, je vais commencer à me plaindre des détails foireux du Z9. Comment ça, c'est déjà le cas? Toi, t'as pas vu la suite. Bref, en bon français, je vais pas mal me plaindre, mais gardez en tête que ce boîtier reste, à mes yeux, le meilleur boîtier jamais fait par Nikon et surtout, le meilleur du marché actuellement. Je kiffe shooter avec lui, mais ça veut pas dire qu'il est exempt de défauts. Putain, mais on dirait De Gaulle encore. Comme vous le savez, les fichiers RAW encapsulent un fichier JPEG qui sert d'aperçu. Quand vous regardez l'écran, ce n'est pas le RAW que vous voyez, mais le JPEG. Et avec le Z9, ce JPEG est d'assez mauvaise qualité. Il est tellement mauvais que pendant mes premiers shoots, je pensais avoir un problème de back focus. Aucune zone n'était sharp. C'est après avoir passé mes fichiers sur Capture One que je me suis rendu compte que tout allait bien. Le souci ici, c'est qu'il est quasiment impossible de vraiment vérifier le piqué de votre photo sur votre boîtier. Il va vous falloir un petit peu d'expérience pour le deviner et faire confiance au matos. Bon après, l'AF est tellement performant que j'ai rarement eu de mauvaises surprises. Le Nikon Z9 n'a pas de shutter mécanique et ça se ressent. En synchronisation haute vitesse avec des flashs, il y a un effet de banding qui peut être gênant. Alors, je vais pas m'étendre là-dessus, j'ai déjà dédié une vidéo à ce phénomène. Si vous utilisez des flashs en HSS, je vous invite à la regarder. Autre point lié au shutter électronique, le boîtier est sujet au flickering et au banding en intérieur en fonction de l'éclairage. Il est très prononcé dès 1 millième de seconde et c'est vraiment relou en reportage. Si vous shootez des événements en intérieur, oubliez les vitesses au-delà de 1/250e de seconde. Alors, je vais vous montrer un exemple de ce qui m'est arrivé pendant mon dernier shoot pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Par contre, la photo que je m'apprête à vous montrer peut choquer, je l'ai prise dans un bloc opératoire pendant une chirurgie des dents, donc si vous n'aimez pas le sang, fermez les yeux. Et je vous dirai quand les réouvrir. Non mais allez-y, fermez les yeux. Bon, vous pouvez voir l'effet de banding assez prononcé. Et des images comme ça, c'est inutilisable. Alors pour les shotshots, vous pouvez réouvrir les yeux, on est en safe house. Sachez qu'en fonction des conditions de shoot, vous ne pourrez pas dépasser les 1/160e de seconde. Et donc, vous ne pourrez pas figer un mouvement. Si vous shootez des grands-mères, ça ira, sinon, passez votre chemin. Les modes A, B, C et D. Il y a tellement à dire là-dessus. Bon, ces trois modes qui remplacent U1, U2 et U3 sont très bien, mais ils ne vont pas assez loin. Alors, j'avais déjà soulevé ce problème dans ma précédente vidéo, donc je ne vais pas vraiment m'attarder dessus, mais sachez que vous ne pourrez pas faire ce que vous voudrez avec. Sur le papier, ces modes sont indépendants en photo et en vidéo. C'est-à-dire que vous devriez pouvoir switcher de la photo à la vidéo sans conserver les réglages de l'autre mode. Eh bien, c'est pas du tout le cas. En vidéo, on shoot en mode manuel. C'est comme ça, il faut pouvoir fixer sa vitesse et son ouverture. En reportage, par contre, je shoot souvent en mode priorité à l'ouverture pour pallier à des situations changeantes. Eh bien, sachez que si vous aviez le mode priorité à l'ouverture configuré en photo, il sera aussi configuré en vidéo. Donc quand vous allez passer de la photo à la vidéo ou de la vidéo à la photo, vous devrez manuellement switcher votre mode d'exposition. Impossible d'avoir un pré-réglage B en mode vidéo en manuel et un pré-réglage B en mode photo en priorité à l'ouverture. C'est d'autant plus frustrant que tous les autres paramètres, vitesse, ISO, balance et tout le reste, ils sont bien indépendamment enregistrés et fonctionnent très bien. Ce point m'amène à l'une des plus grandes déceptions que j'ai pu avoir sur ce boîtier, l'inutilisation de ce que j'appelle le shoot hybride. Alors je m'explique. Je fais de plus en plus de prestats photo et vidéo en même temps. Ce boîtier aurait dû me permettre de passer de l'un à l'autre avec un simple switch. D'ailleurs, il est là le switch, je l'invente pas, il y a un bouton, c'est un switch pour passer de la photo à la vidéo super rapidement. Mais parce que les modes A, B, C et D ne prennent pas en compte les modes d'exposition, eh bien ça prend beaucoup trop de temps de passer de l'un à l'autre. Et vous allez vous retrouver à rater des actions, et ça c'est vraiment dommage. Mais là encore, l'espoir est permis. Ce point peut être réglé avec une mise à jour firmware. Nikon, allez-y, faites de ce boîtier une putain de machine de guerre. La vidéo justement, parlons-en. Longtemps à la ramasse sur ce point, Nikon a fait de gros efforts pour nous proposer un petit bijou des familles. On a le droit à des codecs de folie, et je parle pas du ProRes qui est devenu la norme maintenant puisque même les iPhones l'ont. Non, moi je vous parle du RAW Nikon qui a une putain de plage dynamique de fou. En tant que photographe, l'étalonnage vidéo me frustrait énormément. Avec le NRAW, je le suis beaucoup moins. Je dors mieux et mon transit intestinal est facilité. Bon, c'est pas aussi puissant que le RAW de la photo, mais ça fait quand même très bien le taf. On a aussi droit à la waveform et ça, c'est un game changer.
Parce que bon, le zebra histogramme c'est bien gentil, mais rien ne vaut une bonne vieille waveform pour bien exposer son image. Niveau surchauffe, rien à redire. J'ai dû tourner une interview entre 11h et 15h au Mexique en plein cagnard. Il faisait très chaud, vraiment très chaud. Vous imaginez pas comme j'ai cramé ma pauvre peau de roue. Le Z9 lui, rien, aucune surchauffe, il a très bien encaissé. L'autofocus, bon je vais pas me répéter, c'est de la folie furieuse aux petits oignons frits. Il n'a rien à voir avec celui du Z6 II ou du Z7 II. C'est un putain de pitbull qui accroche son sujet et qui ne le lâche pas. Il est tellement bon qu'il a redonné une nouvelle jeunesse à mon 105 mm 1.4. Alors que j'avais un taux de déchet de l'ordre de 50% avec le D850, j'ai maintenant pas plus de 10 photos ratées sur une session entière. Alors oui, l'autofocus n'est pas parfait, surtout en basse lumière. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'adore shooter en low light et en effet, il lui arrive d'avoir des ratés. Mais comparé aux autres boîtiers Nikon, ça reste une énorme avancée et sur ce point, le Z9 ne vous laissera pas tomber. Bon, je vais maintenant aborder un autre point noir du Z9, le système d'écriture des fichiers. Ce point est tellement merdique que non seulement il va vous faire perdre du temps dans la gestion de vos photos, mais en plus vous risquez de perdre des clichés à cause de lui. De base, les fichiers sont nommés DSC underscore puis une série de chiffres allant de 0001 à 9999. Le Z9 garde la même nomenclature que tous les autres boîtiers Nikon. Donc si vous shootez à plusieurs boîtiers, vous risquez d'avoir des fichiers qui auront le même nom. Et si vous avez des fichiers qui ont le même nom, vous risquez d'en écraser. L'erreur humaine est possible, ne me dites pas que ça ne vous est jamais arrivé. J'ai donc eu la fausse bonne idée de vouloir renommer les fichiers du Z9 par NZ9 underscore et une suite de chiffres allant de 0001 à 9999. Le problème, c'est que ce renommage ne prend en compte que les clichés pris dans un même mode préenregistré. Par exemple, si vous shootez en mode A, vous allez avoir des fichiers NZ9 underscore 001 à NZ9 0049 par exemple. Si ensuite vous shootez en mode B, le boîtier va relancer le compteur à 0 et donc réécrire les fichiers de NZ9 001 à ce que vous voulez. Donc en plus de vite avoir un beau désordre dans la suite de vos fichiers, ce système peut provoquer la perte de données. Alors je suis pas sûr si ça les écrase ou pas, mais j'ai perdu une partie d'un shoot à cause de ça. Je me répète, j'étais un peu en rush sur ce shoot, donc je suis pas certain que ce soit à cause de ce problème ou pas. Mais j'ai évidemment pas envie de retenter l'expérience. Sachez donc que la réécriture des fichiers sur le Z9, c'est de la merde en boîte qu'il ne faut pas utiliser, à moins de donner un nom différent pour chacun de vos modes préenregistrés. La batterie, elle a une durée de vie de malade. En photo, je tiens facilement 2 jours. Et en tournage 8K, RAW, qualité de folie, toute option, tout ce que tu veux là, je tiens une journée entière aussi. J'ai acheté une seconde batterie au cas où, mais honnêtement, j'ai pas encore eu à l'utiliser. J'aurais bien envie de la mettre dans le cul du lapin de Duracell pour voir jusqu'où il pourrait aller. Je parlais des CF Express type B tout à l'heure et je vais devoir revenir sur ce point. Premier point négatif, leur prix démentiel qui va vous pousser à prostituer votre grand-mère. Mais aussi, je décèle un manque de fiabilité. J'ai d'abord commencé par utiliser les Angelbird version 1 de 256 Go, mais plusieurs photographes les ont vus fondre face à la chaleur de leur boîtier, donc je n'étais pas trop en confiance avec elles. Surtout qu'à Marseille, on douille niveau chaleur. Je me suis donc tourné vers des ProGrade Cobalt que j'ai en 320 et 650 Go. Alors il faut savoir que pour l'enregistrement en RAW, il vous faudra utiliser des cartes rapides sa mère qui peuvent encaisser des gros débits de port. Et les ProGrade Cobalt sont fortement recommandés. Malgré le prix de ce petit morceau de plastique, 500 €, il est pas si fiable que ça. Après plusieurs tournages sans souci, l'une d'elles n'a tout simplement pas fonctionné pour de l'enregistrement vidéo en RAW. Oui, c'est de toi que je parle, ouais. J'ai eu une erreur comme quoi le débit n'était pas assez rapide. Alors, vu le prix des cartes, j'aurais aimé les considérer comme autre chose que du consommable. Alors j'espère que ce souci restera isolé et qu'il ne m'arrivera pas avec mes autres cartes que j'ai achetées, mais on reste quand même loin de la fiabilité des cartes CF Express utilisées dans les DSLR ancienne génération. Alors oui, ça n'a aucun rapport avec le Z9, mais sachez que si vous switchez, il vous faudra dépenser pas mal de thunes en cartes pour pallier à une éventuelle défaillance. Et vu le nombre de témoignages sur les forums, les CF Express type B n'ont pas l'air super robustes. J'ai pas mal attendu avant de passer au mirrorless parce que je voyais beaucoup de mes confrères avoir des soucis avec l'écriture des images. Surtout chez Sony et un petit peu chez Canon. En gros, des fois vous allez avoir des images mal retranscrites, voire très mal retranscrites. Alors rassurez-vous, cette image n'est pas issue du Z9, mais celle-là l'est. Ça m'est arrivé pendant un shoot, mais au final, ça n'est pas si dramatique que ça, parce que ça arrivait que sur 4 images, et seulement pendant ce shoot. Donc ça fait un peu flipper, mais ça n'arrive pas vraiment souvent. Il y avait une chose que j'avais complètement sous-estimée en passant du D850 au Z9, c'était le changement d'écosystème. Au début, je ne pensais que changer de boîtier et utiliser une bague FTZ pour continuer à capitaliser sur mes optiques F. Mais qu'on se comprenne bien,
Même si le Z9 est un boîtier incroyable, il ne dévoilera toutes ses capacités que dans un écosystème Z. Le gap entre une optique F et son pendant Z est phénoménal. Que ce soit en qualité optique, en autofocus ou en poids, sauf pour le 50 mm parce que lui il est vraiment déconné. Bref, en passant sur le Z9, attendez-vous à dépenser toutes vos économies, à vendre votre rein droit, le gauche, d'autres organes qui sont pas trop indispensables, et ceux de votre famille parce que vous ne pourrez pas vous passer des optiques Z. C'est un régal de shooter avec et je vous prépare quelques tests qui, à mon avis, vont vous faire baver. Par contre, même si ces optiques sont incroyables, le passage au système Z offre un désavantage non négligeable qui hante mes nuits depuis des mois, la compatibilité avec le système Peak Design. Bon, je vous présente plus le capture, tout le monde le connaît et tout le monde en a un. J'utilisais le Lens Exchange à outrance en reportage. Avec lui, je pouvais faire des changements d'optique sans poser le sac au sol. Je pouvais passer du 24-70 au 70-200 tout en marchant. Enfin, c'était la folie quoi. Mais ça c'est fini, la monture Z n'est pas compatible avec le Lens Exchange et maintenant, si je dois changer d'optique, je dois poser mon sac au sol, l'ouvrir, faire un changement foireux, refermer le sac et me relever. So 2014. Et Peak Design, qui est maintenant devenu une marque de sacs urbains et d'accessoires de téléphone, ils semblent pas vouloir mettre à jour leurs accessoires, que ce soit pour la monture Z ou R de chez Canon. Donc on va devoir faire sans. Alors est-ce que je regrette cet achat? Clairement pas. Le Z9 n'est pas le boîtier parfait, mais la plupart des points noirs sont facilement corrigeables, peuvent être facilement corrigés via une mise à jour du firmware. Pour résumer, j'ai franchi un cap en shooting studio grâce à lui. L'F ultra performant est incroyable et je n'ai tout simplement plus de déchets. Je suis plus à l'aise, plus performant et je fais plus d'argent grâce à lui. Par contre en reportage, c'est pas pareil. Même s'il est plus performant, je ne peux pas lui faire entièrement confiance. Il a trop de soucis de banding et de flickering pour pouvoir être utilisé en priorité à l'ouverture et franchement, en reportage, c'est clairement ce mode qu'on utilise le plus. À cause des problèmes liés au mode préenregistré A, B, C et D, vous allez devoir faire des choix entre la photo et la vidéo et vous ne pourrez pas switcher rapidement d'un mode à l'autre. Alors en studio c'est pas grave, on est posé et on a le temps, mais dans une manif ou sur un événement sportif, c'est rédhibitoire. Enfin, en vidéo, c'est un tueur. On a accès à des codecs cinéma, il ne chauffe pas, il a une dynamique d'enculé et une sacrée autonomie. Bref, grâce à lui je facture plus et plus cher, donc oui, c'est un gros win. Le Z9 me permet d'élargir mon domaine de compétences avec la vidéo. Il me permet aussi de gagner plus d'argent sur la photo en studio. Donc oui, ce boîtier répond à mes attentes financières. Je l'ai déjà bien amorti et il me permettra d'être encore plus performant par la suite. Par contre, ces nouvelles fonctionnalités rendent la photo de terrain frustrante. Il a trop de problèmes et il retire le fun de la prise de vue. Donc non, je ne regrette pas. Et oui, je vous le conseille. Mais quand même, comparé au D850, j'ai quand même un peu l'impression de perdre mon âme de photographe. J'espère vraiment que Nikon corrigera les problèmes de banding et les soucis liés au mode préenregistré. Parce qu'une fois que ce sera fait, à ce moment-là, le Z9 se rapprochera de la quintessence photographique. Sur ce, je vous laisse, mangez des pommes, éteignez la clim, allez à la plage. Et moi, je vais arrêter avant de casser ma table. Oh non, Titi le T-Rex, tu as mangé du plomb mon ami. Non, c'est pas bien.